Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans 64 minutes. Ravi de vous retrouver pour une grande heure d'information. Bachar al-Assad fête cette semaine les 20 ans de son accession au pouvoir. Après 9 années de guerre, le président syrien peut-il encore tenir? État des lieux avec la grand reporter Sophia Amara à Beyrouth et avec le chercheur Pierre-Jean Luizard. C'est notre grand angle. Ils volent au secours du patrimoine, comme ici au sommet de la Flèche Saint-Michel à Bordeaux. Mi-ouvriers, mi-alpinistes, ce sont les cordistes. Ils sont à découvrir dans notre chronique culture. Sam Bernett raconte ses plus beaux souvenirs de Paris à New York. Dans son livre « Toute ma vie pour la musique », l'animateur rock est l'invité de Patrick Simonin. Mais tout d'abord, place à l'actualité de ce dimanche 19 juillet. Troisième journée, le sommet européen joue les prolongations ce dimanche, mais un accord sur le massif plan de relance reste très incertain. Nous retrouverons notre correspondant Paul Germain à Bruxelles. Des Marocains à bout de nerfs, ils devaient se rendre à Sète par bateau. Ils sont restés à quai. Sur décision française de dernière minute, ils doivent maintenant présenter un test Covid à l'arrivée. Des coupures d'électricité à répétition, le Liban souffre depuis plusieurs semaines d'une pénurie d'essence. Cumulée avec la crise économique, la corruption a plongé le pays dans le noir. Le sommet européen était officiellement prévu pour durer 2 jours. Mais après 48 heures de négociations infructueuses, les 27 ont repris le chemin de la table des négociations. Rien ne dit pour l'heure s'ils parviendront à trouver un accord sur un massif plan de relance post-coronavirus. Chaque camp veut se montrer uni. Les explications de Karim Baldé. Les minutes passent, le tapis rouge reste presque vide. Rien à l'horizon, pas d'accord en vue. Seul le Premier ministre luxembourgeois s'exprime devant les caméras cet après-midi. Xavier Bettel se prête à une petite morale européenne. Je pense que nous avons besoin d'un budget et surtout d'une aide qui corresponde aux attentes et aux besoins de réponse à cette crise. Je pense que ceux qui sont nets contributeurs n'ont pas envie de faire des chèques en blanc. Ils ont envie d'avoir aussi la possibilité d'avoir un droit de regard, d'avoir la possibilité de dire non, ce n'est pas pour ça. L'Europe, c'est pas une épicerie dans laquelle on choisit. L'Europe, c'est aussi et avant tout les valeurs que l'on défend. En coulisses, c'est le jeu des négociations et de la communication. Les frugaux, plus unis que jamais, posent dans une salle de réunion. Il y a là les chefs de gouvernement des Pays-Bas, du Danemark, de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande. Ces 5-là campent sur leur position. Ce n'est pas tout à fait suffisant pour nous. Nous voulons un peu plus, mais cela va dans la bonne direction. Autre salle bruxelloise, autre réunion, autre ambiance. Cette fois, dans le camp d'en face. Pas de vidéo, mais une série de photos partagées sur les réseaux sociaux. On y voit Angela Merkel et Emmanuel Macron avec les dirigeants d'Europe du Sud. Eux aussi veulent montrer l'image d'un bloc uni, ouvert au dialogue, mais pas prêt à tout accepter, à l'instar des frugaux. Paul Germain, vous suivez ce sommet pour nous à Bruxelles. Bonsoir. Toujours pas de fumée blanche, Paul ? Non, et même la volontaire Angela Merkel a déclaré qu'il était tout à fait possible que cette troisième journée de réunion ne débouche sur aucun résultat. Et pourtant, elle estime indispensable d'adopter ce plan de relance de 750 milliards qui doit aider en particulier les pays du Sud. Mais voilà, les Pays-Bas et les pays frugaux, comme on les surnomme, freinent toujours des 4 fers. Concrètement, Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, estime que 750 milliards, c'est beaucoup trop. Il voudrait aussi que cet argent soit prêté aux pays en difficulté, prêté et non pas donné. Enfin, il réclame un droit de regard sur la manière dont l'argent va être dépensé. Et pour finir, parce que ce n'est pas tout, il voudrait également que des pays comme l'Italie et l'Espagne adoptent des réformes. Ça fait beaucoup, évidemment. Charles Michel a d'ailleurs organisé une nouvelle séance de psychothérapie, cette fois avec Angela Merkel, Emmanuel Macron et les pays récalcitrants. Mais ça n'a rien donné. Et puis, il y a un autre problème qui a surgi, c'est le fait que les frugaux sont aussi des pays vertueux et ils voudraient lier l'octroi des aides financières à l'état de droit, autrement dit au respect des valeurs démocratiques en Europe. Et là, des pays comme la Hongrie et la Pologne se sentent visés. Le Premier ministre Viktor Orban a d'ailleurs dit que c'était tout à fait
impensable, que c'était inimaginable et qu'il ne céderait jamais et qu'il avait tout son temps parce qu'il avait réservé un hôtel pendant une semaine à Bruxelles. Voilà, ambiance donc au sommet. Malgré ça, Xavier Bettel, le Premier ministre luxembourgeois, et Sophie Wilmès, la Première ministre belge, ont fait une petite pause. Ils sont allés acheter un cornet de frites dans une des friteries les plus réputées de Bruxelles et ils ont accompagné leurs frites de sauce samouraï. Banzai. Merci Paul, à bientôt. Le port du masque devient la nouvelle norme dès demain en France dans tous les lieux publics en intérieur. En cas de non-respect, les contrevenants devront s'affranchir d'une amende de 135 €. Il s'agit pour le gouvernement de casser les signaux de reprise de l'épidémie de coronavirus. À l'échelle nationale, la situation n'est pas jugée alarmante, mais certaines régions sont plus particulièrement concernées. Les précisions d'Océane Goannec. Derrière ces barrières, ces masques obligatoires pour faire son marché. Une mesure imposée depuis jeudi par la préfecture du Finistère dans 25 communes du département. Les gens sont un petit peu stressés quand même. On sent que il y a une petite distance qui se met. Ça les stresse. Oui, ça nous inquiète parce que du coup on commençait à se rebalader, etc. Et là on se dit qu'il faut qu'on fasse de nouveau attention, même encore plus qu'avant. Car en Bretagne, les signaux sont au rouge. Le taux de reproduction du virus est le plus haut de France avec un chiffre à 2,62, soit une personne infectée en contamine près de 3 autres. En cause, l'apparition de nouveaux foyers de contamination, et ce sur tout le territoire, dû au flux de population en cette saison estivale. Comme sur ces plages bondées en Nouvelle-Aquitaine, où le respect des distanciations sociales n'est pas toujours simple à appliquer. Ouais, il y a pas mal de monde. C'est vrai qu'on a été là-bas, mais il y avait le drapeau rouge, donc pas de chance. Et puis là, il y a le drapeau bleu, mais il y a trop de monde. Quant à l'option de porter un masque à la plage... Oh non! Non, on est à l'air. Enfin, qui disent qu'il n'y a pas de danger dans l'air. Si le port du masque sera obligatoire dans tous les espaces clos de France dès lundi, le gouvernement appelle à plus de vigilance et au respect des gestes barrières dans toutes les zones d'affluence. Ce soir à minuit, le Maroc entre en phase 3 du plan d'allègement du confinement. Les mesures s'assouplissent. À Tanger, des milliers de personnes sont désormais à la recherche de tests Covid pour pouvoir quitter le pays. La raison est à chercher du côté de la France. Le reportage de Maud Ninove. Les valises sont bouclées, toute la famille est prête à quitter le Maroc pour la France. Mais leur bateau de Tanger à 7 vient d'être annulé à moins de 24 heures du départ. Stéphanie et son fils sont à bout de nerfs. Cette traversée était pourtant officiellement organisée par les autorités marocaines. Hier au soir, vers 20h, commence le commérage sur WhatsApp, informel, comme quoi le bateau a été annulé. Ensuite a été circulé encore de manière informelle sur WhatsApp une lettre du préfet de Hérault comme quoi les bateaux en provenance du Maroc n'allaient pas être admis à 7 jusqu'au 22 juillet, donc c'est-à-dire à partir d'ici 4 jours, et qu'en plus, dorénavant, un test Covid allait être exigé. Le Maroc n'y est pour rien. Par mesure de précaution, le préfet de l'Hérault a envoyé le 16 juillet cette lettre à la compagnie maritime. Tous les passagers venant du Maroc devront désormais fournir un test Covid négatif à 72 heures pour débarquer à 7. Toutes les traversées sont donc annulées jusqu'au 22 juillet. Le Maroc est pris de court, les voyageurs désabusés, car le jour même, à l'aéroport de Tanger, les passagers ont pu embarquer vers la France sans aucun test Covid. Ils ont reçu un simple formulaire avec 2 questions. Ont-ils été en contact avec des malades? Ont-ils eu des symptômes ces 14 derniers jours? Je le découvre, il faut qu'on le remette à notre arrivée à Paris. Par précaution, Roland et sa femme ont réalisé un test Covid il y a 3 jours à Tanger. Pour eux, ça n'a pas été facile. Il a fallu trouver où le réaliser et ils se sont finalement rendus à l'hôpital à 11h du soir, après le passage de centaines de personnes. Et là, il y avait malheureusement un seul médecin qui faisait absolument tout, de l'inscription au prélèvement. Il avait l'air exténué, ce pauvre homme, parce qu'il se sentait... Moi, je l'ai trouvé bien seul. Voilà. Et comment sont passés les résultats de ces tests? Alors le problème des résultats, c'est qu'en fait, vous êtes informé si vous êtes positif. Et vous êtes informé après 48 heures. Ce qui signifie aussi que si vous êtes négatif, vous n'avez aucune information. Roland n'a donc reçu aucun document suite aux analyses. Le Maroc peut-il, dans l'urgence, réorganiser tout son système de tests Covid, tests désormais nécessaires pour des milliers de voyageurs supplémentaires? En Israël, le procès de Benjamin Netanyahou a repris. Il a rapidement été ajourné. Le Premier ministre israélien est accusé de corruption par la justice
et par la rue. Des milliers de personnes ont manifesté à Jérusalem et à Tel Aviv pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire. Des images commentées par Karim Baldé. Face à face tendu dans les rues de Tel Aviv. La police disperse tant bien que mal la foule, mais pas de quoi apaiser la colère d'une partie de la population. Bibi rentre à la maison, scandent ces manifestants. Les appels à la démission de Benyamin Netanyahou se multiplient, surtout depuis les nouvelles fermetures annoncées de certains commerces et lieux de loisirs. Tout est fermé, tout est ouvert. On ne sait vraiment pas ce qui se passe. Avec le coronavirus, avec les chiffres, les gens ne savent pas s'ils auront à manger demain. Ceux que la presse israélienne surnomme les affamés du corona voient d'un mauvais œil le reconfinement partiel chaque fin de semaine. Des travailleurs sociaux aux petits commerçants, tous ici accusent les autorités d'avoir pris des mesures à contretemps. Résultat, le nombre de malades de la Covid-19 grimpe, le chômage aussi. Je suis guide touristique et je n'ai pas travaillé depuis presque 6 mois. Nous pensons que Benyamin Netanyahou a failli dans la gestion de la crise économique et sanitaire. Il est maintenant incapable d'assumer ses fonctions. D'autant plus que le chef du gouvernement israélien n'en a pas fini avec les ennuis judiciaires. Mis en examen pour corruption, fraude et abus de confiance, Netanyahou doit faire face à la réouverture de son procès ce dimanche. Le Liban voisin est confronté à une très grave crise économique. Les coupures d'électricité se multiplient. À Beyrouth, par exemple, elles ont bondi de 3 heures en temps normal à une vingtaine. Alors, les groupes électrogènes tournent à plein, sauf que le pays souffre depuis plusieurs semaines d'une pénurie d'essence et de diesel. Précision, Océane Gohanek. Des câbles de fortune qui s'entrecroisent d'un poteau à un autre de manière anarchique. Les coupures d'électricité sont quotidiennes dans ce quartier. Les habitants s'en remettent donc à des générateurs en bas de leur immeuble, des générateurs alimentés au diesel pour pallier cette situation. Les institutions, elles, sont rangées à la même enseigne, comme cet hôpital obligé d'acheter son propre diesel pour être alimenté 20 heures par jour. Nous sommes en recherche constante de diesel et nous le rationnons. Désolé de le dire comme ça, mais nous sommes à un point où nous supplions d'en avoir. La plus grande difficulté est que nous devons payer ce diesel en espèces. Et l'énergie est capitale pour ce centre hospitalier qui traite des patients atteints du coronavirus. Sans diesel, impossible également d'effectuer des interventions chirurgicales. Face à la forte demande, le prix du diesel a explosé et avec tous les produits de première nécessité. La dépréciation de la monnaie libanaise face au dollar a anéanti le pouvoir d'achat de la population. Nous achetons les produits les moins chers et seulement en petite quantité car tout a explosé, c'est devenu hors de notre portée. Selon la Banque mondiale, 45% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Sans accord entre le pouvoir libanais et le FMI sur un plan de sauvetage, c'est tout l'appareil productif qui reste à l'arrêt. Après 4 ans d'accalmie, la poudrière du Sud-Caucase va-t-elle à nouveau s'embraser ? Depuis une semaine, des affrontements au nord de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, dans la zone contestée du Haut-Karabakh, ont fait au moins 17 morts. Les explications de Malik Mektar. Elle n'en croit pas ses yeux. Un trou, en plein milieu de sa cour. La conséquence d'un tir d'obus azerbaïdjanais. La bombe est tombée dans notre cour, a détruit un four à pain, des bâtiments attenants, un chauffe-eau solaire et d'autres équipements. Mais notre moral est bon et nous ne quitterons pas le village. Tout ira bien. Si rien ne semble altérer le moral de Lida, les stigmates des tirs ne s'arrêtent pas là. Il y en a partout dans le village de Chinari, le résultat des combats entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les affrontements ont repris il y a une semaine à la frontière au nord du pays. 12 militaires et civils azerbaïdjanais, mais aussi 4 soldats arméniens ont perdu la vie. Les habitants craignent un scénario proche de celui de la guerre du Haut-Karabakh qui a eu lieu entre février 1988 et mai 1994. Et parfois, c'est la crainte qui gagne leur rang. J'ai peur d'être seule à la maison. À cause de cette peur, parfois je ne quitte pas ma maison. La plupart du temps, je reste au sous-sol, car le dernier étage peut être frappé et je crains de monter. D'autres, au contraire, sont prêts à défendre leur terre coûte que coûte si cela s'avérait nécessaire.
Nous sommes même prêts à aller en première ligne avec nos soldats pour protéger notre patrie, notre village, notre peuple. Inquiet de la possible résurgence d'un conflit de longue date dans le Caucase, Vladimir Poutine se dit prêt à jouer le rôle de médiateur entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La Russie est à la fois un partenaire et allié privilégié de l'Arménie où elle dispose d'une base militaire, mais aussi l'un des principaux pourvoyeurs d'armes de l'Azerbaïdjan, qui jouit d'une importante rente pétrolière. Simone Ziguidon, vous êtes notre éditorialiste. Bonsoir. Pourquoi l'Arménie et l'Azerbaïdjan s'affrontent dans le Haut-Karabakh ? C'est un problème historique, en ce sens que le Haut-Karabakh, qui est un territoire peuplé majoritairement d'Arméniens depuis toujours, a été intégré par l'Union soviétique en 1921 dans la République soviétique d'Azerbaïdjan. Donc c'était une grande minorité arménienne à l'intérieur de l'État azerbaïdjanais. Quand l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, que l'Arménie est devenue indépendante et l'Azerbaïdjan est devenu indépendant, le territoire du Haut-Karabakh, peuplé majoritairement, mais pas totalement d'Arméniens, se retrouvait dans la République nouvellement autonome d'Azerbaïdjan. Mais la population du Haut-Karabakh, de ce territoire azerbaïdjanais, a lutté pour son indépendance. Elle a proclamé une république du Haut-Karabakh qui n'est reconnue par aucun État au monde, pas même l'Arménie, qui la soutient, mais ne la reconnaît pas comme république autonome. Et c'est un vieux conflit où Russie et Turquie ont des intérêts concurrents, parce que l'intérêt est là aussi. Absolument. La Russie porte à bout de bras l'Arménie, militairement, économiquement. Il y a une diaspora arménienne en Russie qui fait vivre le pays. L'Azerbaïdjan est très, très intimement lié à la Turquie, mais il est économiquement beaucoup plus autonome. Cela dit, Ankara et la Russie sont les co-gestionnaires des deux protagonistes et pourraient calmer le jeu sans régler le problème, parce que le problème est loin d'être réglé. Merci beaucoup, Slimane. Plusieurs milliers de gestations pour autrui ont lieu chaque année en Ukraine. Comment le pays est-il devenu une destination prisée pour les Européens en quête de GPA? Les explications de Mévalo. Les larmes qui coulent sur son visage sont des larmes de joie. Nous sommes à Kiev et cette femme est venue d'Argentine pour vivre ce moment unique qu'elle attend depuis presque 10 ans, prendre son fils dans ses bras. Un bébé né d'une gestation pour autrui. Pendant 9 mois, c'est dans le ventre d'une mère porteuse comme Olga qu'il a grandi. Je suis fière, je suis heureuse de donner la vie à ces enfants. Ils seront aimés par leurs parents pour le reste de leur vie. Une GPA coûte entre 40 000 et 60 000 euros, dont environ 15 000 reviennent à la mère porteuse. Soit 50 fois le salaire moyen en Ukraine. Alors celles qui sont intéressées enchaînent les grossesses. Beaucoup de gens disent que c'est de l'argent facile. Moi, je dis que ce n'est pas de l'argent facile. Si vous voulez essayer, alors allez-y. Personne ne vous l'interdit. Vous verrez que ce n'est pas un travail facile. C'est un travail d'enfer et tout travail doit être rémunéré. La GPA est autorisée en Ukraine depuis près de 20 ans, mais les demandes ont explosé ces 5 dernières années. Depuis que la Thaïlande et l'Inde ont sévèrement durci leur législation, notamment à l'égard des étrangers. Un succès qui révèle aussi le côté obscur de cet Eldorado pour couples en mal d'enfants. Nous entendons souvent des histoires où les mères porteuses ne sont pas payées le montant promis. Il y a des situations difficiles avec des complications pendant la grossesse ou après l'accouchement. Faute de législation claire, la GPA serait même devenue un véritable business. La clinique Biotexcom tire son épingle du jeu, n'hésitant pas à faire un peu de promotion pendant la crise sanitaire, avec ce clip, des bébés alignés qui attendent que leurs parents puissent venir les chercher. Il y a eu de nombreuses histoires scandaleuses où les femmes étaient en fait exploitées et où la relation génétique n'était pas confirmée après la naissance. Ce sont les exemples qui caractérisent l'Ukraine. Il faut donc tout vérifier. Des parents auraient aussi été escroqués. Il n'existe pas de statistiques publiques, mais selon des estimations, 2500 à 3000 enfants naissent chaque année en Ukraine pour des clients étrangers. Plus du tiers d'entre eux sont chinois. En Belgique, le débat et le vote de la loi sur l'IVG dépénalisant totalement l'avortement sont reportés à la rentrée. C'est notre une francophone.
Le débat fait polémique depuis plusieurs semaines. Une proposition de loi portée par la gauche et le centre belge envisage de faire passer de 12 à 18 semaines le délai légal pour l'avortement en Belgique. Bonsoir Sophie Rony, merci d'être avec nous depuis Bruxelles. Vous êtes députée fédérale pour le parti DEFI, les démocrates fédéralistes indépendants. Vous soutenez cette proposition de loi. La première date de 2016. Sans rentrer dans les détails de la politique belge, pourquoi ce texte met autant de temps à être voté ? Alors, il faut savoir que la loi de 1990 qui avait procédé à une dépénalisation partielle de l'avortement a fait l'objet d'un compromis, déjà à l'époque, entre les partis chrétiens conservateurs et les autres partis, les partis progressistes et libéraux. Et donc, cette loi, elle prévoit que dès le moment où l'une des très strictes conditions légales pour pouvoir avorter, et notamment le délai de 12 semaines, n'est pas respectée, les femmes, comme les médecins qui procéderaient à un avortement, tombent sous le coup de sanctions pénales, parmi lesquelles des peines de prison. Et donc, pour l'ensemble de nos partis, on est 8 partis à avoir déposé un texte. Cette situation est juste inacceptable. Il fallait pouvoir moderniser ce texte. Et on voit que les partis historiquement opposés à l'avortement, maintenant soutenus par la droite nationaliste flamande, mais aussi par l'extrême droite, ne l'entendent pas de cette oreille et par conséquent empêchent le vote au Parlement. Mais dans la quasi-totalité des pays européens, l'avortement peut être légalement pratiqué dans les 10 à 12 premières semaines de la grossesse. Pourquoi vouloir aller jusqu'à 18 semaines en Belgique ? Parce qu'on considère que le rôle du législateur, c'est à un moment donné d'être pragmatique et d'être solidaire. Il faut savoir que la majeure partie des avortements qui ont lieu en Belgique ont lieu avant le délai de 12 semaines, mais il reste des femmes pour lesquelles ce délai est trop court. On imagine, en tout cas, c'est les chiffres qui nous reviennent, qu'entre 500 et 1000 femmes belges doivent chaque jour, en tout cas chaque année, se rendre aux Pays-Bas pour pouvoir avorter. Ce sont des femmes qui sont essentiellement mal informées, qui sont précarisées, qui sont violentées, qui ont fait l'objet de viols ou encore qui connaissent un déni de grossesse. Et par conséquent, le rôle législateur, à un moment donné, c'est de pouvoir répondre à leur détresse plutôt que de faire comme si elle n'existait pas, ce qui est le cas à l'heure actuelle de la loi. Alors, une partie des opposants dénonce le fait que 18 semaines, ça permettra de choisir le sexe de l'enfant. Vous trouvez en effet que ça pose un problème éthique ? Alors, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, les tests permettent de connaître le sexe, comme le fait d'avoir un enfant qui serait atteint de trisomie 21 à partir de 11 ou 12 semaines. Toutefois, je pense que cet argument relève du fantasme dès lors qu'on le voit dans les pays où l'on peut procéder à des avortements après 12 semaines, cette pratique n'existe pas. Je pense aussi qu'il faut pouvoir faire confiance aux femmes, de même que finalement cet argument revient à dénier justement la maturité de ces femmes et à dénier la vraie problématique à laquelle on doit répondre aujourd'hui, à savoir des grossesses non désirées tardives. Vous disiez qu'il y a entre 500 et 1000 femmes chaque année qui se rendent aux Pays-Bas voisins pour avorter. Comment vous l'expliquez ? C'est parce que le délai est de 21 semaines là-bas ? Oui, effectivement, c'est parce que le délai en Belgique est trop court et que... Alors 18 semaines, ça serait déjà beaucoup plus long que dans le reste de l'Europe. 21, c'est encore plus long ? Oui, alors le délai de 18 semaines déjà permet de respecter le seuil de viabilité qui, par l'OMS, a été reconnu entre 22 et 24 semaines. Donc on reste bien en deçà du seuil de viabilité qui a été reconnu. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut pouvoir répondre à une réalité. Rien qu'un exemple, lorsque vous êtes sous contraceptif depuis de nombreuses années, vous continuez à avoir vos règles durant plusieurs semaines et par conséquent, vous êtes très vite confronté à ce délai de 12 semaines. Je pense que le rôle législateur, ce n'est pas de suivre la moyenne européenne, mais c'est de pouvoir répondre à une réalité qui s'observe dans son pays. Et prochaine étape à la rentrée. Sophie Rony, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. À bientôt. Merci. La course vers Mars est lancée. La planète bleue et la planète rouge sont à 55 millions de kilomètres l'une de l'autre, une vingtaine de millions de moins qu'en moyenne. L'occasion se présente tous les 26 mois seulement, alors il faut en profiter. La fenêtre de tir va durer ces 10 derniers jours de juillet. 3 grands acteurs de la conquête spatiale sont bien déterminés à ne pas la laisser passer. C'est notamment le cas de la Chine, comme nous l'explique Maëva de Froyen. La mission s'appelle Tianwen, question au ciel en français. Et pour trouver des réponses, la Chine s'apprête à lancer sa fusée vers Mars.
Les essais de tous les éléments techniques de la fusée, du rover et de la zone de lancement sont terminés. Pendant que la fusée se trouve sur la zone de lancement, nos préparatifs se concentrent sur le remplissage de carburant et sur la garantie du bon état final de la fusée et du rover. Ensuite, nous entrerons dans les procédures de lancement. La sonde pourrait partir dès lundi ou au plus tard à la fin de la semaine prochaine. Si son voyage se déroule comme prévu, elle devrait mettre environ 7 mois pour arriver sur la planète rouge. Ensuite, la mission consistera à téléguider un robot pour mener des analyses. La Chine a déjà réalisé une opération similaire sur la Lune. En 2019, un rover a foulé le sol de la face cachée du satellite, une première mondiale. L'exploration de Mars est la première étape du projet d'exploration planétaire de la Chine. La mission de lancement à venir a été hautement reconnue et appuyée par la communauté internationale. Nous espérons apporter au monde la sagesse, les idées et les solutions chinoises pour une utilisation pacifique de l'espace. La Chine n'est pas le seul pays à s'intéresser de très près à Mars. Après 4 missions, les États-Unis ont eux aussi prévu de renvoyer un 5e robot exploratoire. Les Émirats arabes unis et la Russie ont eux aussi pour projet d'explorer la planète rouge. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de 64 minutes. Restez sur TV5 Monde.